Et maintenant, le grand moment est arrivé. Mes pirates, j'espère que vous avez sorti le meilleur Steven Spielberg, Hitchcock en vous, parce que c'est parti. Pirate Vincent, Pirate Clément, le capitaine, les pirates qui sont avec nous. On va enchaîner, et là, clavardez mes pirates, je vais vous lire. On va enchaîner tout de suite avec notre débat Creed 2. Bon ou mauvais film? Voilà. C'est un film qui fait couler beaucoup d'encre dans la communauté boxe et dans la communauté ciné. Ouais. Et parfois, vous savez, comme vous, mes pirates, vous êtes des fous de cinéma, donc c'est la même communauté pour vous. Il y a du pour, il y a du contre. C'est beaucoup plus divisé que sur le premier film. C'est un film qu'on attendait depuis très longtemps. Je me répète, replanchez-vous sur le premier podcast que j'ai fait avec Vincent et Movies Close Up. On était plein d'attentes déjà à l'époque, 2 ans avant la sortie du film. J'ai aussi fait ma revue quand je l'ai vu en novembre dernier sur la page YouTube. Vous allez voir ma critique avant tout le monde de Creed 2. Voilà, c'est une vidéo que vous pouvez trouver sur la page Les Chroniques du Capitaine Crochet YouTube. Voilà, une vidéo qui a rejailli quand le film est sorti en France. Voilà, ça a tellement rejailli que c'est la première fois que j'ai eu des haters. Pour vous dire tellement je suis tranquille dans le YouTube game, quoi. C'est la première fois. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est qui ces gens qui sont pas contents? Voilà. Alors, écoute, honneur à l'invité, Clip Pirate Clément, t'es d'accord avec nous, hein? Ouais, je suis d'accord. Vincent. Juste, j'aimerais préciser un truc. Qui va se faire l'avocat du diable ce soir? C'est ça la question. C'est ça la question. Mais qui est le diable? Aussi. Tu sais plus ou moins mon avis déjà. Ah ouais, mais le grand public ne le sait pas, Vincent. Vincent, toi, la sortie de Creed 2, t'étais comment? Dis-nous. Écoute, je suis toujours surpris de voir une entreprise comme Rocky qui a maintenant plus de 40 ans au compteur. C'est quand même assez hallucinant. Ça va. Je pense que je sais pas s'ils continuent comme ça, les enfants, les petits-enfants vont connaître aussi le nouveau volet. Je sais pas comment et par quel miracle, par quelle magie, mais en tout cas, ce qui est fou, c'est que ça continue encore. Ouais. Toujours hypé, avec une grosse frayeur quand même, parce que là, tu le sais que, quand on a su que que Drago allait revenir, parce que le moment de la scène, peu importe comment, mais il a dit, voilà, Drago va revenir, quoi, tu vois. Ouais. Bah là, on se dit, putain, mais comment ça va se passer? Parce que le problème, c'est que Rocky 4, on va plus présenter Rocky 4, quoi. Alors, ce qui est excellent, ce qui est assez excellent, c'est que tu sais, à l'occasion de la sortie de Creed 2, il y a plein de tops qui ont été faits, qui ont été demandés aux gens et qui ont été aussi demandés par pour pas mal de rédactions pour mettez par classement, on a mis les Rocky du pire au meilleur, tu vois. Alors, ce qui est assez hallucinant, c'est que le 4 finit en 4e, 3e, même parfois dans le top 3 de beaucoup de personnes. C'est assez fou. Mais tu sais quoi? Ça me surprend pas. Ça me surprend pas parce que personnellement, moi de mon point de vue, de tous les Rocky, il y en a qu'un seul que je dirais que j'aime pas, c'est le 5, à peu près, on va dire. Ouais, mais je pense que là, pour tout le monde, c'est celui qui, voilà. Mais le 4, tu sais que ça reste quand même un de mes plus gros plaisirs coupables de ma vie de cinéphile. Ça reste un de mes plus gros plaisirs coupables. Je sais que c'est surcoté, que c'était témoin d'une époque MTV, du clip à gogo dans le film et tout ce que tu veux, mais je le trouve jouissif de ouf ce film. Genre en fait, c'est surtout parce que moi c'est l'un des premiers films que j'ai vu en étant gosse, et c'est un souvenir d'enfant très fort en fait. Ouais. Et c'est vrai que du coup après j'ai revu des années après le premier Rocky. Le premier Rocky pourtant est un monument du cinéma, mais effectivement je me mets au défi n'importe qui de me dire oui, c'est le Rocky que j'ai vu le plus dans la franchise. Je pense pas que c'est vrai. Non. C'est surtout le 4. C'est surtout le 4 et en tout cas les gens de notre génération après, je dis pas nos vieux, voilà quoi, mais le 4 en fait c'est parce que c'est grand spectacle et parce que c'est over the top partout, mais quand t'es gosse et que tu vois ça avec la musique, avec le training montage en plus qui est en 2 parties, tu te dis c'est complètement hallucinant. Donc tu vois, en fait t'en prends plein la gueule tout le temps,
le film est ultra court. Enfin, franchement, à chaque fois qu'il passe à la télé, tu sais que tu l'as vu là 150 fois, mais tu te le remets en fond parce que bah, tu vas retomber dedans. Et voilà, quoi. C'est en ça que le truc est assez fort. Et effectivement, quand tu vois les gens qui mettent Rocky 4 sur le podium top 3 ou quoi, devant même Creed ou devant Rocky 1, parfois, tu vois, juste par excès, ils se disent, mais parce qu'en fait, voilà, c'est un souvenir très fort, en fait. C'est le grand spectacle. Alors, et t'as mis le doigt dessus, Pirate Vincent, t'as mis le doigt dessus. Comment tu juges la saga Rocky? Est-ce que tu la juges spécifiquement, intrinsèquement, et tu restes sur des codes de cinéma, ou si tu juges à la sensation? Parce que si tu juges les films à la sensation qu'ils t'ont procuré, c'est sûr que tu as un classement complètement différent d'un classement qui serait simplement basé sur les règles de cinéma élémentaires. T'es d'accord avec moi? Non, en fait, si. Il y a quand même des trucs super intéressants dans la saga Rocky. C'est quand même le premier. Enfin, Rocky, comment dire, ça a inauguré la technique de la Steadicam. Ouais. En fait, c'est vrai que plus tu analyses les volets entre eux, plus tu as de nouvelles techniques, ne serait-ce que dans le montage, dans la façon de dépasser la caméra sur le ring. Enfin, il y a plein de trucs qui a quand même des nouvelles techniques. En tout cas, pour mettre la boxe en scène, de nouvelles techniques qui ont été mises en place. Et en ça, ne serait-ce que par le biais en tout cas, du prisme cinématographique, cinéphile, c'est assez plaisant et de voir ça. Et voilà. Et en soi, la franchise, elle est ce qu'elle est encore aujourd'hui, c'est parce qu'elle est attachante en fait. Mais voilà. Attachante. En plus, dans le pire comme dans les super moments en fait, tu vois. Et en fait, quand Creed 2 il a pointé le bout de son nez, on s'est vraiment tout dit, enfin, encore une fois, on se dit, c'est toujours la même chose. On se dit, c'est l'épisode de trop, ça ne marchera jamais. Et toujours, depuis Rocky Balboa, j'ai envie de dire, parce que bon, franchement, à cette époque-là, déjà en 2006, je crois que c'est, Rocky Balboa. Ouais, c'est ça. Je mets n'importe qui pareil et me dire, ouais, j'ai parié dessus, je savais que ça allait marcher. Enfin, c'était casse-gueule au possible, tu vois. En fait, c'était casse-gueule. En fait, il y a plein de trucs. Ouais. Il y a plein de trucs comme ça en tant que spectateur, tu ressens ça aussi, ça va au-delà du film, tu te dis mais ça va être casse-gueule pour Stallone, ça va être casse-gueule pour pas mal de gens, et puis bah là, depuis Rocky Balboa, enfin, en tout cas moi je trouve que ça marche encore. D'ailleurs je me dis, Creed 2 pour moi ça a fonctionné malgré le fait qu'il soit moins bon que le premier, mais écoute, je suis encore tombé dedans. T'es encore tombé, voilà, t'es encore tombé dans cette magie, enfin, dans la potion magique à la Rocky. Est-ce que tu as été galvanisé à la sortie? Est-ce que tu es allé au gym? Est-ce que tu as fait tes 150 pompes à la sortie du film? Oui, mais c'est exactement ça. Je trouve que c'est encore galvanisant, c'est encore assez galvanisant. C'est encore. Le film est fragile, il n'y a pas de, ça, y a pas de souci là-dessus. De toute façon, quand tu je te dis encore une fois, quand tu fais revenir Drago et tout ça, il faut trouver un équilibre. Ouais, un équilibre et tout, et un espèce de prétexte. Enfin voilà, se baser sur le scénario de Rocky 4 pour en plus s'ancrer aussi fortement dans la réalité, parce que Creed, en fait, le personnage, enfin, depuis Rocky Balboa, la franchise Rocky est devenue assez méta. Hein, c'est Rocky, en fait, fait partie de notre univers à nous. C'est un personnage qui existe. Donc jouer avec ça, tu vois, et donc, ce qui veut dire que si tu joues avec ça, c'est-à-dire que tu ancres encore plus la franchise Rocky dans la réalité. Et donc du coup, tu dois faire quelque chose de entre guillemets, hein, ça reste toujours du cinéma, mais réaliste, quoi. Ouais, c'est là où les Rocky, plus ils avançaient, et plus ça devenait moins réaliste en fait à chaque fois. Ouais, c'est ça. Ouais, et surtout le 4. Surtout le 4. Oui. Et en plus, on a reproché, parce que le 5, c'était essayer de se remettre dans une réalité. Voilà. Ça. Et le public n'a pas du tout accepté à l'époque. Moi, je me souviens de l'époque de Rocky 5, en 90. J'étais allé le voir au cinéma, pour vous dire. Et je suis totalement d'accord. Mais, alors, film fragile, on est tous d'accord. Mais film comment tu... Face à un film fragile comme ça, il y a deux catégories de personnes. Il y a les catégories de personnes qui ont envie de défoncer le film, et il y a la catégorie de personnes qui ont envie quand même de le protéger, ce film. Alors, les mecs, les pirates, je lis certains pirates qui nous ont fait des commentaires, et ensuite, Pirate Clément, tu vas me dire de quel côté tu te trouves
de la barrière Creed 2. Alors Pierre Gelormo nous dit « Pour moi, le 5 est le plus intéressant depuis le 2. Il est malheureusement mal aimé à tort et pourtant il est majeur dans la série. N'oublions pas que Rocky est une série de films sur un boxeur et pas sur la boxe. C'est la psychologie du personnage qui prime et en ce sens le 5 explique beaucoup de choses sur la famille de ce personnage. Pour moi le 5 est un des meilleurs Rocky. En tout cas ton argument est très très bien placé. Merci Pierre Gelormo. Pierre Gelormo dit et il est de plus réalisé par Al Whitson, réalisateur du premier Rocky, qui était revenu pour le 5. C'est bien, c'est bien vrai. Grand réalisateur de films de sport à l'époque des années 80, Whitson, parce que c'était aussi lui qui était derrière Karate Kid. Voilà. Pirate Clément, face à Creed 2, tu protèges le film ou tu lui rentres dedans? Moi, j'ai envie de le protéger, tu vois. C'est un peu ton... C'est un peu, comment te dire, j'ai pas envie de dire ça, mais c'est un peu ton petit frère mal aimé, tu vois, que t'as envie de protéger devant tout le monde, tu vois, devant de la terre entière, on va dire ça, si tu veux. Mais moi, j'ai envie de le protéger, et surtout, j'aime bien ce film, même si j'ai certains problèmes avec, genre, no joke, hein, la première partie, je la trouve insane, enfin, je la trouve, dans le sens que j'ai trouvé ça cliché de ouf. La première partie, je la trouve vraiment cliché, on va dire, quoi. C'est que à partir du moment après le premier combat, on va dire, où j'ai réussi à me retrouver dans le film, si tu veux. Et moi, c'est les 15 dernières minutes du film qui me mettent en PLS parce que trop d'émotions, trop de nostalgie, enfin, il y a plein de sentiments. On peut spoiler, les amis, on est d'accord qu'on spoil, comme des porcs. Hein. Ouais, je pense qu'on peut faire je pensais faire une partie sans spoiler et avec spoiler, mais bon, Osef, on s'en bat les couilles, j'ai envie de vous dire, quoi. Tu mettras un minutage ou, je sais pas, dans le montage pour dire qu'on va spoiler, quoi. Voilà. Moi, surtout, ce qui m'a plu dans ce film, en fait, c'est la relation de Ivan Drago avec son fils, comment s'appelle-t-il, Victor Drago, justement, qui, dans un sens, c'est le truc qui m'a le plus plu dans ce film, mais que je trouve qui manque de développement, si tu veux. En fait, c'est pas assez exposé dans le film, en fait. Pourtant, je trouve qu'à chaque fois qu'ils ont une scène ensemble, leur scène marche, si tu veux, en fait. Mais oui, mais... Et au niveau du storytelling, ça marche de ouf, tu vois. Genre, moi, la scène qui pas me bouleverse, mais qui arrive à m'émouvoir, quand même, c'est quand il se retrouve, quand t'as Victor, le fils de Ivan, qui se retrouve nez à nez avec sa mère qui est interprétée par Brigitte Nielsen. Oui, voilà, Brigitte Nielsen, qui d'ailleurs a pris un coup de botox dans la gueule. Genre, même Julio César Chavez, il n'a pas été autant abîmé, quoi. Ça a dû être kiffé juste pour 2-3 plans, mais elle est là et ouais, c'est là, tu vois. Mais Pirate, alors moi je plonge aussi dans le débat. La force du film, c'est les dragons. Souviens-toi, Pirate Vincent, comment j'étais perplexe parce qu'ils avaient déjà annoncé l'idée de faire revenir les dragons pour la suite. Et on en parlait et moi je me disais, ça va être forcé, ça me faisait très peur. Et moi je vous dis, la force de Creed 2, c'est les dragons. Alors, je pense que ce qui fait la force, c'est que quand c'est des scènes avec les dragons, ça va à l'essentiel de ce qu'est le cinéma et notamment la règle élémentaire show don't tell, c'est-à-dire que les mecs sont pas des grands acteurs, hein, c'est pas des grands acteurs. Donc ils leur font faire le minimum de paroles. Tout passe par la mise en scène, par les jeux de regard, et l'émotion passe. Et en fait, carrément, si tu regardes le film que les séquences de Drago, ça peut être un film muet, mais ultra émotionnel, où tu comprends le mal-être du fils, avoir été rejeté par la mère, tu comprends tout. Et ça, c'est une vraie force. Et malheureusement, moi, ce film, quant à ça qui est aussi bon, l'effet de balancier avec ce qui se passe du côté d'Adonis, pour moi, ça crée un décalage parce que du côté d'Adonis,
Adonis, bon, il perd, il risque beaucoup, il revient, mais quelque part, je ne perçois pas l'énorme évolution de l'arc du personnage de Creed. Je trouve qu'il stagne un peu. C'est mon avis, peut-être que j'ai pas tout capté. Non, en fait, je comprends je comprends exactement ce que tu veux dire, mais je trouve ça bizarre parce que moi, je m'attendais à ce que, par rapport, en tout cas, hein, parce que le film jouait d'une bonne cote, hein, mine de rien, même si c'est divisé, ça va, hein, oui. le film cartonne, voilà. Malgré tout, pour ceux qui n'ont pas aimé le film, il y en a beaucoup qui m'ont dit oui, et Adonis commence à devenir un peu relou, ou tête à claque, ou antipathique, ou quoi. Ou, comme tu dis, arc narratif un peu étrange. Genre en fait, le film commence et c'est le même personnage du début à la fin. Moi, je suis pas d'accord. Enfin, toute l'idée du film, c'est depuis le premier Creed, c'est rappelle-toi la réplique, en tout cas pour nous en français, parce que moi je regarde le film en français. Creed, ça finit entre guillemets sur le fait de dire je ne suis pas une erreur. Donc toute l'idée en fait autour du film, et on en revient à l'aspect méta, tu vois, c'est de dire que cette franchise-là, elle existe vraiment et elle défend en fait les valeurs en fait du premier Rocky, et de dire que elle a son identité, elle a le mérite d'exister. Ouais. Et en soi, je trouve que c'est super, c'est hyper compliqué. Et là où c'est assez prodigieux, c'est d'en faire un personnage où il faut effectivement trouver un point d'ancrage face à un type qui est un personnage qui a tout, parce que Creed, ça commence quand même avec un mec qui est riche, qui a tout pour lui, mais qui malgré tout doit prouver quelque chose, tu vois. Et c'est pas comme la chute comment dire, l'ascension en fait, genre du premier Rocky jusque, enfin tu vois, par exemple, voilà, le personnage n'a entre guillemets rien, et puis après t'as le succès. Là c'est l'inverse, et faire ça c'est très très compliqué. Et je trouve que malgré le fait que le film commence avec un combat que Adonis gagne, et après voilà, champion et tout, moi je l'ai pas pris comme étant genre le mec champion et machin, et comme tu disais toi, il a des problèmes de riche. Mais c'est hyper compliqué de rendre empathique des spectateurs face à des problèmes de riches, justement. Et moi, je trouve que malgré tout, je trouve que ça a fonctionné. Que même si le type, tu vois que même lui, je trouvais que c'était assez bien foutu dans le film de montrer ça, et de cette dualité qu'il a par rapport à lui-même, et de se dire, en fait, je suis pas complet, en fait. Il me manque quelque chose. Alors que le mec a tout, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire, je comprends. Après, moi, je t'avoue que j'ai un peu du mal avec l'arc de Adonis, justement, durant tout le long du film, parce que, en fait, j'ai lu un livre il y a 2-3 ans qui s'appelle John Herzart à la conquête de Hollywood. John Herzart, c'est le scénariste de Basic Instinct et un de mes autres plaisirs coupables qui est Showgirl, quoi. Bref, c'est un grand film. C'est un grand film. C'est un grand film. C'est un grand film. Moi, je suis amoureux à vie de Elisabeth. Il y a des grands admirateurs de Showgirl. Ah ouais, j'en fais partie. J'en fais partie. Ouais. Et je vais vous dire, les mecs, non, sans déconner, pour Showgirls, mais sans déconner, je suis allé plusieurs fois à Las Vegas. Et tu sais, quand tu vas quelque part, tu dis, quel film que tu connais t'a le plus montré le vrai Las Vegas, maintenant que tu y es, que tu vois tes propres yeux le vrai Las Vegas. Ben, je vais vous dire, le film qui pour moi a été le plus pertinent dans sa vision de Vegas, c'est Showgirls. Ouais. Voilà. Parenthèse fermée, merci. Bon, voilà. Ouais, voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire par rapport à ça? Il évoque une règle de scénariste. Qu'est-ce qu'elle était bonne, la gonzesse, putain. Non mais sérieux, ils lui ont tué sa carrière alors qu'elle a tout donné. Non mais elle a donné de sa personne. Voilà, ils lui ont tué sa carrière alors que c'est. Ouais, clairement, ouais. En plus, ils sont envoyés un peu en l'air avec Verhoeven et tout. Tu comprends pourquoi à l'époque. Tu comprends pourquoi le mec il a divorcé et tout. Tu vois le ah ouais, je savais pas ça. Ah ouais. Il se l'est tapé. En fait, il était en plein divorce avec sa femme et tout. Et en fait, tu regardes le film et tu fais. Ok.
Je comprends pourquoi maintenant, je comprends, tu vois. Et c'est comme ça, quoi. Enfin bref. Et le truc qu'évoque Edarzart, en fait, c'est. Et je trouve que Adonis, il est un peu victime de ça dans le film. Il disait pour lui, un film devient mauvais quand son héros principal, il lui arrive que des merdes, tu vois. Genre, le problème de Adonis dans ce film, c'est. Ok, il devient champion, mais. Pas trop non plus, tu vois, parce que il y a, comment te dire, il se fait dézinguer la gueule par Victor Drago, justement. Il se fait péter la gueule par Victor. Il se fait péter les côtes. Enfin, il se les répète plusieurs fois dans le film, etc. Sa fille née, elle devient sourde, tu vois. Enfin, elle est sourde. C'est pas dit encore, quoi. C'est un suspens pour l'instant. C'est un suspens pour le moment, ouais, tu vois. Mais c'est plus ou moins sourde, tu vois. Rocky le lâche. Oui, parce que Rocky n'entraîne pas Adonis lors du premier combat. Bref. Et le problème, pour moi, et il a ses problèmes de couple aussi, à gérer aussi, enfin voilà, à cause du fait qu'il est perdu, qu'il est pas bien, qu'il est triste, tout ça, enfin voilà. Et en fait, je trouve qu'Adonis, il est victime de ça, justement, c'est qu'en fait, les mecs, si tu veux, ils veulent tellement faire en sorte que tu sois en empathie et que tu sois en corrélation avec Adonis. Qui charge la mule. Que, en fait, ouais, justement, ils en font trop pour moi. Est-ce que ça a jamais été que ça, Rocky? Si on regarde bien, franchement, je veux pas dire, mais Rocky 1, c'est la misère de la misère, quoi, jusqu'à l'ascension. Rocky bon, 3, là, justement, c'est un peu l'inverse, mais je suis d'accord, hein, ça reste compliqué, c'est super délicat à faire. Ça ne marche pas forcément pour tout le monde, apparemment. Mais bon, après, ça raconte, voilà, c'est l'essence même de Rocky, ça raconte l'histoire de type en dehors du ring, et bon, en tout cas, pour moi, je ne suis pas forcément insensible face à ce que traverse le personnage dans le film. Oui, je dis pas. Je suis pas insensible non plus, tu vois. Je dis pas, il y a des trucs que. Moi, je trouve quand même génial, tu vois, qu'ils aient évoqué le fait que. Qu'est-ce que c'est d'être parent quand tu apprends plus ou moins que ton enfant il est handicapé et tout, tu vois, qu'il aura un handicap de sa vie et tout. Je trouve ça fort qu'ils en parlent dans un film aussi mainstream, on va dire, en fait. Alors, voilà. Et je trouve ça assez fort. Mais le problème, justement, c'est que je trouve qu'il donne le plus d'émotion entre la mort d'Apollo, les scènes de training et le combat final extra. Pirate Dealer Mou. Creed 2 nous refait la sauce de la revanche. Le personnage Rocky, c'est en ce sens où le 5 revient aux fondamentaux. C'est pas faux, le 5 voulait revenir à des fondamentaux, mais c'est ça qui n'a pas plu au public aussi. Et Pirate Dealer Mou, pour Las Vegas, c'est Las Vegas Parano qui ressemble plus à la ville. Vas-y Clément. Mais moi je pense que justement il y a deux choses à dire. Enfin là on s'éloigne un peu de Creed 2 tout ça, mais on va y revenir justement parce que il faudra que je reparle d'une scène qui m'a fendu le cœur aussi dans Creed. Bref, le 4, ok, c'est de la propagande. Ok, j'ai vu un documentaire justement qui parlait de la propagande du film qui a été diffusé je crois en 2012 sur Arte, un truc dans le genre. Je crois que ça s'appelle Rocky 4, la propagande de l'Amérique, un truc dans le genre. Oui, je crois aussi, je crois avoir été tombé dessus aussi. Il est trouvable sur YouTube, il est trouvable, il est complet sur YouTube. Et en fait, ok, propagande, tout ce que tu veux, mais quand même, je trouve à la fin du film, quand Rocky fait son discours sur si vous avez changé et que j'ai réussi à changer, tout le monde peut arriver à changer, justement. Moi, je trouvais que justement, c'était assez couillu quand même d'arriver dans un film de plus ou moins propagande pro-américaine, d'arriver à la fin et dire quand même, les gars, faudrait quand même qu'on pense à faire la paix à un moment donné parce que justement, ça commence à aller loin le bordel, quoi. Et justement, je trouve que dans l'inconscient collectif, quand même, c'est ce qu'ils disent dans ce reportage documentaire, c'est que c'est quand même un film qui a aidé les mentalités, si tu veux, à se faire à l'idée de la détente entre l'URSS et les États-Unis, si tu veux, en fait. Et à la fin, franchement, remater le film à la fin, c'est vraiment un appel à la détente, en fait, pendant la guerre froide. Bref. Avec tout ce qu'il y a de plus délicat, mais c'est ce qui fait que cette franchise est attachante, c'est en quelque sorte aussi.
Ouais. Ok, ça prend des grands sabots, mais enfin, vraiment, ils y vont pas. Ça va pas déranger. Moi, je fais partie de Oui, ceux voilà. qui trouvent ça. Mais je trouve qu'au moins ce film, il a le mérite d'opposer ça à cette époque, on va dire, quoi. Voilà. Ouais. Et justement, moi, ce que je trouve qui est intéressant comme parallèle dans Creed 2, justement, par Ivan Drago, c'est qu'en fait, durant tout le long du film, l'une des meilleures scènes du film, je trouve, de Creed 2, c'est la scène où Drago et Rocky se font face, si tu veux, en fait, tu vois. Je sais pas si... Au resto. Au restaurant, ouais. Quand ils sont au restaurant de Rocky, justement. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un face-à-face, ils sont pas vus depuis 40 ans quand même et tout, et tu sens que les choses ont changé. C'est basique comme motivation de Drago, justement, tu vois, de dire tu m'as pris tout ce que j'avais, en fait, et du coup, bah, moi, maintenant, je vais te prendre tout ce que tu as su. Mais je trouve ça intéressant dans le sens que ils ont pas... Mais c'est une vraie tragédie, si tu veux, en fait, parce qu'en fait, la vraie tragédie du film, je trouve, c'est pas que Drago, il est tout perdu, c'est qu'en fait, il utilise son film son fils, pendant les 3 quarts du film, comme moteur de sa vengeance, si tu veux, en fait. Tu vois. Et moi, ce que je trouve bouleversant à la fin, c'est que, justement, il réalise son erreur, il réalise qu'il instrumentalise de ouf son fils, et qu'en fait, c'est lui qui jette l'éponge à la fin du deuxième combat, au fils d'une raclée monumentale contre Adonis, justement. Et enfin, moi, c'est la scène où je vous dis clairement, prenez-moi pour une tapette, tout ce que vous voulez, on va dire, quoi. Mais j'ai failli pleurer sur le moment, quoi. Moi, j'ai pas. Moi, j'ai. Tu sens, en fait, c'est ça le film, c'est tu sens vraiment où il marche bien, tu sens cette fameuse tragédie et ce fameux grand truc qu'il y a entre enfin voilà, toute la densité des enjeux en fait familiaux avec toutes les thématiques de ce qu'on lègue à nos enfants, etc. Machin, enfin bref, tout ça quoi. Et quand ça fonctionne, bah ouais, t'es pris dedans. Ouais. Et là où en fait t'as envie d'en avoir plus, c'est effectivement peut-être sur les Dragos, peut-être sur la scène du training montage qui moi j'ai bien aimé la scène du training montage. Mais je peux comprendre les gens qui disent mais génial l'idée ce que dit Rocky, là les boxeurs vont là-bas pour partir de zéro. Eh ben prends le temps de développer ça 10 minutes en plus, tu vois. Ah là, voilà, c'est ce que on a envie de savoir plus ce que c'est que ce truc dans le désert. C'est ce que je disais dans ma critique. Au niveau du symbole, c'est assez fort, c'est une belle idée, mais ça va pas au-delà du training montage, quoi, de la séquence en musique. C'est là, c'est très joli, c'est très esthétique. Et effectivement, le film trouve ses limites dans ces cas-là, en fait. Et là où tu peux être frustré. Et là, je suis d'accord. Et c'est en ça que, effectivement, malheureusement, il est un peu moins bon que le premier. Là où le premier, il réussit tout ce qu'il entreprend, quoi. C'est-à-dire de A à Z, le film, voilà. Ouais. Mais, on est bien d'accord. Mais malgré tout, tu vois, on dit toujours que c'est très très compliqué de pas tomber dans les pièges. Bon, partons du principe que Creed c'est une nouvelle franchise, une nouvelle trilogie, ou peu importe. Mais une suite directe, tu peux tomber dans des pièges, mais béants comme pas deux, tu vois. J'ai quand même été surpris de voir que le film tombe pas dans autant de pièges que ça. J'ai vachement été surpris de ça. Là où je m'attendais vraiment à ce que ce soit pire, tu vois, où vraiment là. Moi, clairement, je m'attendais vraiment à un truc un peu plus, comment dire, justement, un peu plus bourrin, un peu plus rentre dedans, justement. Mais faut pas oublier non, le film, justement, t'as raison de dire ça, parce que le film est simple. Il est simple, il est vraiment fait comme le premier Rocky. Ouais. T'as deux fights, trois et demi quoi. Et il est fait avec une espèce je trouve encore une forme de sincérité, malgré tout. Tu as quand même des scènes en musique où je me dis mais putain, il pourrait tomber très facilement dans le cut. Non, c'est plan fixe. Les gens prennent le temps de poser les choses, tu vois. C'est pas fait avec les pieds, quoi. Je veux dire, c'est encore produit avec la famille Charlton et Winkler. C'est encore au derrière. Si tu veux, c'est pas. Tu vois, on pourrait comparer cette franchise-là quand on disait voilà, quelle autre franchise tient encore debout à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui ramène encore des gens au cinéma voir ces personnages-là? Ça peut être Star Wars.
Bah, regardez Star Wars, Jurassic Park, mais regardez comment évoluent ces franchises, quoi. Ah, t'as raison. Quand les producteurs historiques qu'ils ont, mais c'est des banquiers. Là, tu vois, avec Rocky, t'as encore des gens derrière qui sont sincères et qui disent mais nous, même si effectivement réchauffé, ça a déjà été fait, Rocky 2, c'est Rocky 3 et un mélange d'autres choses, tu vois, mais malgré tout, tu sens que tu n'es pas en face de banquiers, tu es en face de gens qui croient quand même en leur entreprise, tu vois, et qui fabriquent bien la chose. C'est pas cynique pour un sou. Et voilà, c'est... Parce qu'ils sont assez âgés, hein, Winkler il commence à être assez âgé, mais quand les producteurs historiques seront plus derrière la saga Rocky, là on peut craindre le pire. On peut vraiment craindre le pire. Mais j'avais envie de rebondir sur 3 derniers sujets pour ce film. C'est ce film pour moi, certains disent le problème c'est qu'il est trop rattaché à la saga Rocky. Mais en fait, je pense aussi que le film est tributaire de la façon d'écrire en ce moment, actuellement, à Hollywood. À Hollywood, il y a une façon d'écrire, et j'appelle ça la façon d'écrire par miroir, qui traverse tout Hollywood. Toutes les grandes sagas sont prises par ça. Exemple, Halloween, le nouveau Halloween, combien de scènes sont des scènes des scènes miroirs, c'est-à-dire que dans le premier film, Laurie était à l'école et elle regarde à l'extérieur, elle voit Mike Myers. Dans le nouveau film, c'est sa petite fille qui est à l'école, elle regarde à l'extérieur, elle voit Laurie, tu vois. Dans Rocky 4, Stallone hésite à jeter l'éponge, il hésite. Dans le nouveau Rocky, c'est Drago qui fait le choix de jeter l'éponge, tu vois. T'as des logiques, c'est toujours des trucs, des effets miroirs qui sont propres à l'écriture des films hollywoodiens en ce moment, et en fait Creed n'y échappe pas. Maintenant, autre chose qui pour nous, boxeurs, nous a sauté aux yeux, c'est que pensez-vous du casting de Victor Drago, de cet athlète? Est-ce que on peut réellement croire à ce duel, parce qu'il y a une énorme différence de gabarit? Ils ont essayé au maximum de réduire cette différence, mais elle saute quand même malgré tout aux yeux. Et est-ce que ça aussi, ça fait pas mal au film? Parce que quelque part, au fond de toi, même si t'es pas un grand amateur de boxe, tu vois bien que ces deux mecs ne sont pas du même gabarit, ils ne sont pas dans la même catégorie. Et il faut vraiment faire Moi, il a fallu que je fasse un effort constant pour dire... tu vois, la suspension de la crédulité, pour toi, c'est bon, ça n'a pas marché, quoi. C'était très dur, parce que là, sportivement, tu avais affaire à un poids lourd face à un super moyen. Je pense à un super moyen. Voilà, pourtant, tu vois, non mais c'est vrai ce que tu dis, mais pourtant, je trouve que les deux... Victor Drago, c'est une machine. Mais Adonis, franchement... En tout cas, Michael B. Jordan, c'est putain de la machine aussi, hein, vraiment. Ouais. Oui, bon. Oui, mais c'est un mec d'Hollywood, il fait 1m60. Voilà. Ouais, voilà. quand tu le regardes, franchement, moi je suis pas très grand, je fais 1m70, mais je pense qu'on nous met côte à côte, genre je vais faire, t'es solide, tu vois, mais je vais être en mode, mais t'es pas un poids lourd en fait, t'es pas un poids lourd dans Creed 2, quoi, c'est ça le truc, quoi. Et le problème, justement, c'est que là où marchait Rocky 4, justement, par rapport à ce niveau, c'est que, en fait, je trouve qu'il jouait assez bien sur les longues et les courtes focales, justement, en fait, pour faire en sorte qu'on croit que Stallone était plus massif qu'on le croyait face à Drago dans le 4, justement. Et je trouve que dans Creed 2, c'est là où le bas blesse, justement, c'est que, ok, il y a des moments où, tu vois, je me suis dit, putain, en fait, il est vraiment buff, Michael B. Jordan et tout, tu vois. Mais t'arrives à des moments du combat, tu fais ok, non, ça marche pas, tu vois. Et d'ailleurs, je trouve c'est un peu méta quand même et tout, mais c'est la scène de la pesée, c'est quand Victor et Adonis se font face, t'as Ivan Drago qui arrive et qui dit t'es plus petit que ton père quand même et tout, tu vois. Et là, tu vois, c'est... Dans un sens, c'est de la provoque envers Adonis, tu vois, mais d'un côté, j'ai rigolé, j'ai fait putain, ils l'ont fait, tu vois. C'est aussi le film qui reconnaît.
que, ouais, ok, c'est du cinéma, les gars. Franchement, c'est du ventre ou quoi, c'est ça le truc. Tu vois, c'est le film qui reconnaît que oui, il y a un problème sur le physique. Mais bon. Voilà. Après, niveau réel, effectivement, si on n'a pas parlé de la réalisation, je pense pas qu'on ait vu une seule fois. Enfin, si, on sait que Steven Caple Jr. s'est filmé comme Ryan Coogler, ça on le sait. Ouais. Après, bon, voilà, qu'il a récupéré un cahier des charges et qu'il était là, à la limite comme technicien. Vu à quel point le premier Creed en termes de mise en scène c'était quand même assez ouf, hein. Enfin, on va pas revenir encore une fois sur ce qu'on disait par rapport au combat, mais Vincent, là je pense que il faudra avoir à pas ce que ce type là va faire, mais on n'a pas forcément vu voilà. Qu'est-ce qu'il a fait avant, Vincent, le Caple Junior? Il n'a rien fait, en fait, c'est un ami il a fait son école de cinéma, je crois, ou ses classes avec Ryan Coogler, c'est un ami à lui. Donc il a rien fait en fait. Je crois qu'il a fait un petit truc justement, je crois. Mais justement, alors je t'explique, je suis allé sur sa page Wikipédia, hein, comme tout le monde étudiant. Ouais, si, il a fait des petits trucs, ouais, Et justement, il a fait quand même un court-métrage qui s'appelle A Different Tree, qui a été qui a remporté le prix du meilleur court-métrage par HBO, si tu veux. Il a été au festival de Sundance avec un film qui est resté relativement inconnu, qui s'appelle The Land, mais qui a de bonnes critiques, d'après ce que j'ai compris. Et en 2017, le magazine Forbes l'intègre parmi 30 personnalités de moins de 30 ans à suivre à Hollywood, si tu veux, en fait. Donc, je pense que justement, c'est un mec qui a du talent, mais qui avait des impératifs techniques et commerciaux, on va dire, pour Creed 2. Et de temps, je pense. De quoi? De temps, et puis il a eu aucune emprise sur le script. Je veux dire, le script, il lui a été donné. Voilà, tu nous le fais. Oui, voilà, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Stallone, en fait, devait réaliser Creed 2 à la base. Et malencontreusement, il y a eu une histoire d'affaires de viol qui aurait ressurgi sur lui, qui se serait déroulé dans les années 80. Du coup, il s'est retiré de la réal. Et voilà, c'est pour ça, à mon avis, qu'ils ont embauché ce mec. C'est parce qu'il fallait embaucher quelqu'un d'autre, quoi. Mais c'est une histoire qui s'est vite tassée au final, hein, j'ai l'impression, quoi. Enfin bref. Ouais. Voilà. Mais sinon, après, c'est pas du tout comment dire, moi, par rapport à ça, j'ai pas du tout. Enfin, le fait qu'on n'ait pas vu la patte de Steven Caple Jr. En soi, c'est pas forcément grave, on verra après. Par contre, effectivement, je trouve que le film est dans la droite lignée du premier, ça dépasse pas d'un iota, c'est hyper carré, c'est. Encore une fois, tu vois, pareil, le film aurait pu tomber dans le. Ah si, toi, Guillaume, t'as eu un problème avec les entrées des boxeurs, toi. Ah oui, bah alors. Attention, on va le rentrer. On clôt le chapitre Stallone dans le film avant que je parle de trucs qui m'a vraiment dérangé. Bon, parce que on oublie, mais à la fin de Creed, Pirate Vincent, t'es d'accord avec moi, et Clément aussi, mais la fin de Creed est une fin parfaite et tellement symbolique pour le personnage de Rocky. Évidemment, et c'est ça. Et ça, voilà. On reparle de choses qui, effectivement, quand tu sais tout ça, quand tu sais le lien que voulait avoir, qu'il a toujours voulu avoir Stallone avec son fils, et ben voilà, ça transparaît à chaque fois, en tout cas, quand il met ça dans de ses scénarios. Et donc, c'est assez puissant. Enfin, moi, effectivement, comme toi, je suis tombé dedans. J'ai vu ça, j'ai fait, ouais, c'est beau quand même. Voilà. Mais je trouve qu'ils arrivent à sauver, parce que c'était vraiment forcé de le faire revenir dans Creed 2, alors que normalement on aurait pu le laisser mourir. C'était très forcé, et je trouve que avec les Dragos, c'est le personnage le mieux écrit, et qu'il lui redonne une nouvelle sortie, une nouvelle porte de sortie, avec le retour de son fils, qui est bien amené. Mais si t'es un peu malin, tu savais que cet acteur allait être dans le film, parce que Stallone a été dans This Is Us. Il a fait un épisode de This Is Us, donc tu sais que ils ont fait un échange de bons procédés. Et je m'en doutais, mais c'est bien, c'est vraiment très bien amené, très bien amené. Et il faut, voilà, il va finir sa vie en famille,
il a renoué le truc. Faut vraiment, là, s'il vous plaît, faut le laisser. Faut pas le refaire revenir dans un potentiel Creed 3. Bon, voilà. Et c'est là, justement, où je trouve là où il est fort, Stallone, justement, en fait. Et il a toujours dit, en fait, en parlant de Rocky, c'est que Rocky, contrairement à lui, c'est son alter ego qui est fondamentalement bon, si tu veux, en fait. Tu vois. C'est le mec qui a un bon cœur, qui a la bonne conduite de morale, justement, et Stallone le reconnaît dans une interview, c'est que lui n'a pas, justement. Et Ryan Coogler, j'ai vu une interview de Ryan Coogler il y a quelques temps où il disait justement que Stallone et Rocky, dans la vraie vie, ça n'a rien à voir, justement, en fait. C'est le jour et la nuit. Les deux sont comment dire, ils n'ont pas du tout les mêmes caractères, si tu veux. Alors que pour moi, dans ma tête, Stallone, il a le même caractère que Rocky, mais pas du tout, tu vois. Enfin, comme quoi c'est un bon acteur. De quoi? Comme quoi c'est un bon acteur. Ben, c'est vraiment un très bon acteur. Non seulement c'est un bon acteur, Stallone. C'est un bon acteur, mais en plus c'est un bon scénariste, les gars. C'est ça le truc. C'est un truc. Avant d'être un acteur, c'est un scénariste, Stallone. Et il faut le reconnaître, c'est un mec qui sait plus ou moins bien écrire, je trouve. Bref. Il sait bien écrire des monologues, Stallone. Stallone, il sait toujours préserver les meilleurs monologues, mais faut dire que ça fait mouche. Et même regardez cet épisode de This Is Us avec Stallone. Il est très bon. Enfin, il a encore. Il sait déclamer des lignes émotionnelles. Il est très très fort. Il est très très fort. Et moi, ce qui me ferait kiffer justement par rapport à Stallone, et c'est un truc qui est très très peu connu chez lui, en fait, c'est que c'est un fan de Lovecraft. C'est un fou de Lovecraft, à ce qui paraît. Et en fait, ça fait des années et des années qu'il bataillerait en fait pour faire un film sur Lovecraft. Et en fait, pendant un moment, il s'était envisagé lui-même dans le rôle de Lovecraft pour le film. Voilà. Ouais. Du coup, moi, ça serait fou de voir ça. Bon, après, il peut plus le jouer, mais ça serait vraiment bon à voir, je trouve. Mais du coup, pour en revenir à Creed 2, là où justement, il est assez méta, ce film encore, c'est justement, il faut savoir ça aussi, Stallone a perdu son fils il y a quelques années. D'après ce que je sais, c'est qu'ils ont été fâchés pendant de très longues années. Je crois qu'ils étaient encore fâchés quand il est mort, en fait. Et pour moi, c'est une façon d'exorciser son rapport par rapport au décès de son enfant, en fait. C'est ça le truc. Mais c'était déjà dans Creed 1, il l'avait déjà réussi à placer dans Creed 1, il avait réussi à placer. Mais là, je me demande vraiment s'il le fait pour lui ou il le fait pour son personnage de Rocky. Parce que c'est vrai que le personnage de Rocky, le truc qui était presque incompréhensible, c'est pourquoi il était fâché dans Creed alors que dans Rocky 6, ils étaient de nouveau en fusion, le père et le fils. Ouais, mais ça c'est pareil, comment dire, ça aurait pu être gênant, effectivement. Mais écoute, j'ai pas trouvé ça grave. Parce qu'à la limite, tu te dis, tu comptes que le temps passe, et le fait qu'il y ait... ça passe. Voilà, je me dis, pourquoi pas, à la limite qu'ils se parlent plus pour une X raison, malgré le fait que, malgré l'événement Rocky Balboa, why not? Vincent, est-ce que ça colle au personnage de Rocky? Est-ce que dans la logique, un mec comme Rocky, est-ce qu'il reste fâché avec son fils? Ça ne va pas avec sa logique. Ça ne va pas avec la logique de Rocky. Ça ne va pas avec la logique, mais c'est là où justement, moi, j'aime bien être surpris. Justement, c'est qu'on va à contrario de ce qu'on attend d'un personnage. Tu vois, c'est ça que j'aime bien. C'est de pas de déconstruire, mais de casser un peu cette logique, justement. Et moi, là où la fin, elle est logique avec ça, justement, c'est qu'en fait. Il y a un journaliste, une fois, qui lui a posé la question, est-ce que vous serez capable de faire vivre à Rocky la même chose que vous avez vécu dans la vie par rapport au décès de votre enfant et tout? Il lui a dit, non, je ne serais pas capable, c'est un truc qu'aucun parent ne devrait faire face. Et moi, je pense que c'est une manière d'exorciser ce décès, on va dire, en fait. Moi, c'est mon avis personnel, après, justement. Et je pense qu'il l'a fait pour lui avant tout dans le film. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, bon, allez, dernier gros sujet, parce que c'est dans le film de boxe, l'entrée des boxeurs, c'est un truc. Putain, attention.
c'est un truc qu'on attend en tant que fan de boxe quand on regarde les combats. C'est un truc qu'on attend avec impatience. En gros, si tu rates l'entrée des boxeurs, t'as l'impression d'avoir raté le combat déjà et tout. Ouais. Donc c'est un truc qu'on. Ça m'intéresse ça justement. Et puis il y a d'autres choses d'autres questions que je vais vous poser aussi par rapport, forcément, par rapport à l'authenticité ou ce que vous ressentez quand c'est transposé au cinoche et aussi par rapport au combat parce que comme on le disait dans l'ancien podcast, même si les combats cinématographiquement sont très intéressants et techniquement c'est assez jouissif quand t'es fan de cinoche de voir ça au cinéma, mais est-ce que pour vous en tant qu'amateur de boxe, comment vous le voyez ça? Parce que encore une fois, je sais qu'il y en a certains, ils se reconnaîtront, mais qui trouvent que les combats, enfin quand ils regardent la boxe, en tout cas ceux qui aiment regarder la boxe en vrai et qui voient ça, se disent là c'est trop là, c'est pas possible. Ouais. Tu vois, comment vous le prenez encore maintenant, malgré les films qui sont sortis même avant. Il y a eu, je sais qu'il y a eu beaucoup de fans de La Rage au ventre parce qu'effectivement les combats étaient plus authentiques en fait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, La Rage au ventre, je réévalue à la hausse La Rage au ventre à chaque fois. Tu t'en souviens, Pierre Vincent. Et c'est vrai, et même comment finit le combat final de La Rage au ventre est plutôt très très réaliste. Et on pourrait le vivre. C'est marrant parce que moi, comme je te le disais, en fait, même à l'époque, dans le film, moi, j'ai pas trop kiffé, mais même par rapport aux séquences de boxe, tu vois, ce que je te disais, c'est que moi, en fait, à l'inverse, moi, ça ne me galvanisait pas. En fait, j'avais l'impression que moi, il était tout mou. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'était anticlimatique, ouais. C'est un anti-climax, mais je trouve qu'ils sont plutôt dans du chewing-gum, quoi. Alors que par contre, effectivement, pour ceux qui aiment la boxe, justement, les gens trouvaient que c'était assez réaliste, là vraiment pour le coup, et plutôt bien fichu. Ouais. Mais le problème de Creed et surtout de Creed 2, mais aussi de Creed 1, parce que si tu regardes bien, les mecs sont pas du même gabarit et c'est un questionnement, mais je trouve que Creed et Creed 2 en termes de réalisme vraiment font des gros enfin, il y a eu un énorme progrès qui a été fait. Énorme progrès. Il y a eu un travail dessus, je trouve. Ouais, un travail dessus. Il suffit de regarde, tu vois. Non, comme tu disais tout à l'heure, en 3 coups, un combat peut être fini. Regarde, il y a eu un combat poids lourd le vendredi cette semaine. C'est un combat qui a duré 12 rounds. Il se passe pratiquement rien, tu sais. C'est rien. Et il y a eu un enchaînement, c'était fini. Un enchaînement. Donc effectivement ça c'est un problème pour le cinéma parce que tu peux pas créer une histoire à partir de ça parce que l'histoire s'arrête direct. Tu vois, c'est fini. Donc les combats sont toujours des combats épiques. Le problème des combats en boxe, des combats épiques, c'est oui, il y a des combats épiques qui peuvent même parfois dépasser ce que tu peux voir au cinéma. Mais tu payes toujours, le boxeur paye toujours son combat épique. C'est-à-dire que après, le boxeur, il peut pas, l'accumulation de combats épiques est très très rare. C'est extrêmement rare et tu payes les pots cassés dans tes combats précédents. Et donc, en fait, le problème, c'est quand tu fais des sagas où c'est combat épique sur combat épique sur combat épique sur combat épique, c'est là où, effectivement, là, il y a un gros problème vis-à-vis de la réalité. Je pense que c'est ça fondamentalement. Mais sur les entrées de boxeurs, c'est si important dans les films de boxe et dans la boxe, là on se rejoint, et tout. Autant Creed pour moi a mis le sommet de ce que tu peux voir en entrée de boxeur au cinéma, c'est le sommet. Mais alors Creed 2. Mais ça a été moment gênant puissance 1000 pour le Captain au cinéma là. L'entrée à Moscou de Creed avec sa gonze qui chante sa chanson, qui est pourrie sa chanson, oh là là, et qui se trémousse comme si elle était au MTV Music Award. Ah, j'ai fait non les mecs, c'est trop. Alors dans la réalité, oui, ça arrive. Oui, il y a des entrées avec des rappeurs, avec des chanteuses. Il y a l'année dernière, Deontay Wilder était rentré avec Lil Kim, qui rappait. Mais
avec moins de scénographie, moins de décors, parce que le triangle de lumière derrière, etc. et tout. J'ai bien kiffé ça, je t'avoue que j'ai bien. Ouais, voilà, ouais, mais c'est juste une idée visuelle. Mais le problème de Creed 2, je suis désolé les cocos, l'énorme problème, c'est, je reviens à ce que je disais dans ma critique, c'est la musique. La musique de Creed 2, mais alors le mec, il était pas là quoi. J'adore ce compositeur. C'est le même. Justement. Mais c'est le même, mais je trouve que la musique justement, elle est toujours là. Enfin, j'ai pas, je m'attendais vachement justement à ça parce que tu m'en avais beaucoup parlé et voilà. J'ai pas trouvé qu'il y avait un problème par rapport à la musique. Moi j'ai trouvé que j'écoute la BO, il y a tous les thèmes qui reviennent, il y a toutes les instrus, il y a toutes les, il y a des prolongements, les instrus de Creed 1 en fait composés par Göransson là. Enfin moi je sais pas, c'est étrange que tu as ressenti. Ah ouais, et je te dis c'est un compositeur que j'adore Creed, la musique de Creed, j'adore vraiment la musique de Creed. Vraiment, ce qu'il avait fait était vraiment cette association de modernité et de réorchestration des thèmes. J'adore la musique de Black Panther. Mais alors là, pour moi, c'est comme si ils forçaient. C'est comme si c'est du forcé du début à la fin. Et pour moi, ça me tue le film. Ça me tue le film, vraiment. Pirate Clément, je fais une fixette pour rien ou quoi? Moi, je pense pas. Je pense que tu fais une fixette sur l'entrée de Taylor Thompson parce que, ok, sa chanson, elle est pas folle du tout. Elle est en mode, ouais, mon mec, il est trop fort, tu vas voir, il va te péter la gueule et tout, tu vois, c'est leur truc. Mais après, tu vois, je trouve que ça va, c'est pas non plus hyper gênant, tu vois. Genre, je suis en mode, ouais, bon, écoute, t'aurais pu éviter, mais ça va, tu vois. Mais par contre, tu vois, moi, un passage qui m'a gêné, et genre, pourtant, c'est censé être le moment où tu dois te retrouver, si tu veux, en phase avec la saga. C'est quand ils réutilisent, si tu veux, le thème de Rocky, le thème principal, tu vois. Quand Adonis se relève lors du deuxième combat, tu vois, il est en mode vénère et tout, t'entends les trompettes et tout, tu vois. Et genre, moi, j'étais en mode... non, ça marche pas, ça marche pas. Je suis censé décoller, tu vois, de mon fauteuil et dire ouais vas-y défonce-le et tout ce genre de truc, tu vois. Mais non, pas du tout, tu vois, genre vraiment en fait le problème de cette musique, et je pense que c'est ça le problème, c'est que ça manque de cœur en fait, ça manque d'âme tout simplement. Tu sens que le mec en fait, je pense que moi il était rincé, je pense le mec quand je pense qu'il était rincé. Franchement, il a eu une grosse année le mec, hein. Il te sort Creed il te sort la BO de Creed de 2 ans auparavant. Il te sort la même année la Black Panther. Comment s'appelle la Black Panther. La truc de Black Panther. Mais entre temps, faut savoir qu'il a quand même charbonné entre Creed. Il a eu les mémoires d'un assassin international à faire, agent presque secret, Death Wish, et surtout, il ressort de Venom le mec. Tu vois, c'était lui à la musique de Venom. Tu vois, donc c'était un peu en mode. Je pense que le mec en fait, il est surexploité par rapport à son talent en fait. Et c'est le problème des musiciens, de la musique dans les films à Hollywood actuellement, je trouve, c'est que ils arrivent à te dénicher des perles rares lors de 2 ou 3 films, mais à force de les surexploiter, de leur faire composer 4 musiques de films par an, en fait, à la fin, le mec, il est en mode, ouais, je fais ça comme boulot, mais il n'y a pas de cœur, en fait, ça manque d'âme. Putain, mais vous avez pas, les gars, vous avez pas eu les poils qui saisissent quand il y a la voix de Jacob Banks qui arrive là, dans le désert, avec le côté super crépusculaire, mais les gars, c'est trop bien ce moment-là, il est génial. C'est magnifique. Je sais pas, tu vois, genre vraiment la musique elle a pas fonctionné. Moi, genre peut-être que je m'attendais à autre chose, tu vois, peut-être que. Je trouve que c'était une super idée, moi, pour le coup, en termes de. Après, oui, ouais, mais tu vois, regarde, on s'en battait les couilles qu'ils mettent un quart d'heure de plus de training montage. Il y a combien de minutes de training montage dans Rocky 4? Je sais pas, ils sont à 20 minutes. Non, je sais. Non, je crois que t'es fou, toi, 20 minutes. T'es mal, quoi. Non, no joke, Rocky 4, il y a franchement 20 minutes d'entraînement. Ou alors, attends. Il y a 2. Mais non, c'est 2 heures, c'est vrai que. Mais moi, j'aurais tellement voulu rester dans le désert tellement plus longtemps.
Mais bon. Bah c'est ça exactement en fait, c'est ça le problème, c'est que moi il manque de durée en fait, ce film il manque de moments où tu peux te poser en fait, tu vois, c'est il y a justement le moment où tu te poses, c'est justement le moment où toute ta seconde partie où oui, mais il y a se poser, et se poser correctement, tu vois, en fait. Il y a genre avant le combat contre Conlan, si tu veux, dans le premier Creed, c'est un moment très où il se passe des choses, tu vois, mais c'est calme, tu vois. Genre, il y a des moments où t'as des moments de déclic, si tu veux, chez Creed qui se font, tu vois. Genre dans le premier, quand Creed sort de prison et qu'il est devant la salle de boxe à attendre parce qu'elle est fermée, t'as un petit jeune qui se pointe avec sa moto et il dit ouais t'es le fils de Creed, et il lui dit ouais je suis le fils de Creed, et il le regarde juste, il lui dit cool, tu vois, et là en fait il se rend compte. Oui. Il y a plein de moments comme ça, il y a plein de moments dans le 1 qui mettent les paliers de son changement mental, c'est même quand il découvre le short et tout ça. Non, je suis carrément d'accord avec toi. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que justement, je trouve que justement, il n'y a pas ce moment dans Creed 2 qui fait que, en fait, il y a le changement mental, si tu veux, il y soit, si tu veux, en fait. Ou en une scène, tu vois, c'est montré, c'est pas comme on dit justement, show don't talk, justement, en fait, ça le problème. Ah, si, il y a un truc de scénariste assez intelligent, tout le monde est tombé dedans, même la salle, ça s'est bien narré. C'est l'annonce du personnage de Tessa Thompson qui dit, qui sait pas qu'elle est enceinte, quoi. En fait, il y a un quiproquo, quoi, dans la scène du repas, du dîner. Ouais. Ouais. Ça, par contre, j'étais mort de rire devant la scène, genre, j'étais en mode, mais. Ça, c'est très bien fait, ça. Ça, c'est super bien fait. C'est tellement vrai, tous les parents qui nous regardent, c'est tellement ça. C'est tellement ça en plus. C'est exactement ça. Enfin, moi, ça m'est pas arrivé. Et parlez pas de malheur, les enfants, s'il vous plaît. Mais voilà, comme ça. Mais ouais, c'est super bien fait comme scène. Bon, pour en finir. Même si on en revient même à la mise en scène, 2 secondes, parce qu'on a un peu dévié, mais tu vois, pareil, là où je me dis, c'est bon, le film va marcher. Même si je pense que voilà, ça peut peut-être être compliqué, on verra par la suite, mais le film va fonctionner. Mais la façon dont il a introduit Rocky dans le champ, encore une fois, les gars, c'est un putain de plan séquence. Ça commence le personnage de Tessa Thompson, elle va dans les vestiaires, elle voit Adonis, la caméra tourne autour d'eux, et paf, ça finit sur eux. Franchement, tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui. Tu te dis, bah ouais, les mecs, vous foutez pas de ma gueule. Voilà, ça fait plaisir. C'est pas faux, ouais. Bon, les gars. Le Rocky, t'es un peu en mode, ouais, vas-y, mec, tu vois. Les gars, malgré toutes nos griefs, je pense que Creed 2 finira dans notre DVD Tech. Hein. Je pense qu'on est d'accord. Je pense qu'on est d'accord. On est d'accord que ça va finir dans tout ça. Mais question vraiment beaucoup plus profonde que j'ai quand même par rapport à cette saga, si elle continue. Non, mais là par contre, je crois qu'il faut arrêter, Guillaume. Oui, je suis d'accord avec toi. Il faut arrêter. Mais imagine que ça continue. Imagine que ça continue. Et dans ce cas, il y a des rumeurs. Attention, c'est des rumeurs. Et dans les médias, ça aide beaucoup. Mais en boxe, ça n'aide en rien du tout. Hein, parce que ça n'aide en rien du tout. Voilà. Dans le 1, justement, de Creed 1, c'est montré, en fait, ouais, t'es un fils d'eux, mais on s'en bat les couilles. Ça fera pas de toi, justement, on s'appelle un bon boxeur, forcément. Voilà. On le voit dans la vraie vie. Vincent, tu connais pas, mais par exemple, on a le fameux cas de Julio César Chavez et de son fils, tu vois. Ouais. Julio César Chavez, on peut en dire ce qu'on en veut et tout, mais c'est un mec quand même qui est sorti du ghetto au Mexique et tout. C'est l'empereur. Ouais, c'est l'empereur, quoi. C'est vraiment un... Plus de 100 combats, et pendant presque 15 ans, c'était une légende, un tueur à gages. Ouais, genre, voilà, il y a une série d'invincibilité de 89 combats, faut le faire, quoi, ça le truc, tu vois, avant qu'il perde, quoi. Mais bref. C'était énorme, hein. Julio César Chavez dans les années 80, début 90, c'était énorme. Et il y a eu un fiston qui a voulu faire, avec son nom, qui a voulu faire une carrière, mais qui n'a jamais eu la rage de son père.
Ouais, en fait, c'est ça le truc, c'est ça le problème. Et c'est là peut-être où ils en demandaient trop, les gens, où on en demande trop, peut-être justement, c'est que Julio César Chavez Jr. n'est pas l'empereur, justement, en fait. Et le problème, c'est que tu sens clairement que c'est un gosse de riche qui est en manque de reconnaissance envers son daron, et tu le vois clairement, que, à mon avis, être le fils de Julio César Chavez en étant boxeur, ça doit pas être drôle tous les jours, tu vois. Mais, tu vois qu'il y a un problème par rapport à ça, justement. Et ouais, ça nous fait en boxe, comme tu dis, s'ils font une suite, déjà, comment tu vas faire une suite à Creed 2? Ah, mais là, tu vois, pourtant j'adore, hein, tu vois, mais je pense qu'on a fait le tour là. Ça n'aurait pas de sens pour le coup. Pour faire bien Drago, c'était cohérent parce que c'est celui qui a tué Apollo. Mais bon, là. C'est ça, exactement. Ouais. Mais voilà, mais on est au bout du truc là. Je pense que voilà, une suite à ça. Qu'est-ce que tu veux faire de plus, franchement? Ah bah moi je sais. Le truc qui pourrait être fou. Le truc qui pourrait être fou. Parie un truc et après on ressortira ce podcast et tu pourras dire les gars, j'avais raison. Les gars, imaginez un Cinematic Universe où Creed affronte Billy Hop de La Rage au ventre. C'est la même catégorie, c'est des mi-lourds. Et tout ça, ça serait énorme. Il est c'est le Oh putain, le mec qui nous a fait une Marvel quoi. Oh bah ouais, carrément. Je pensais que tu allais me dire un truc, mais genre en rapport avec. Ok, d'accord, on peut pas. Et là, Et là, ils disent que en fait, tout ce que tu as connu des deux côtés des deux films, ils sont devenus champions. Mais ils ont gagné qu'une ceinture, et que en boxe il y a ces fameuses putains de 4 ceintures où ils peuvent tous être champions du monde, et là ils font la réunification totale, tu vois. Putain, il est fou ce mec. Voilà, non mais ça serait ça serait de ouf, hein. Et là ça serait et je vous le dis, là ça serait 1h30 de training montage. 1h30. 1h30. Non, 1h30, on en a rien à foutre de sa gonzesse. Les petits, mais bien sûr, les petits vont à l'école, tout ça, ils ont des bonnes notes et tout, on s'en tape. 1h30 de training montage, le combat à la fin, Jack Gyllenhaal. Voilà. Il va falloir arrêter le podcast, c'est terminé. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous signez ou pas? Je me propose pour la réalisation. On arrête, faut arrêter. Ah putain. Non mais voilà, ça pourrait être pire, hein. Ils auraient pu faire affronter Stallone et De Niro, tu vois, pour faire un truc méta entre Rocky et Raging Bull. Ah oui, c'est vrai que c'est jamais arrivé ça. Mais si, mais c'est vrai que c'est jamais arrivé. Écoute, mec, ce match retour, je l'ai revu une semaine avant d'aller voir Creed 2. Et genre, je me suis dit, wow, je vais le regarder quand même, on va voir, et puis c'était pas si nul que ça, tu vois. Et je revois le film et je suis mais non, comment c'est naze ce film, putain. Mais Pirate, sur le chat, j'ai Pirate Xavier qui signe. Il signe tout de suite sur mon projet de film. Hein. Il signe tout de suite. Reste ici, reste au Canada, on va pas aux États-Unis, enfin, va pas aux Hollywood, c'est pas. Reste là. Pas ton scénario ou ton idée. Je vais aller frapper à la porte de Stallone. Je vais y aller. J'ai une idée. Voilà. Après, sur le papier, ça peut faire. C'est brodant. Billy face à Denis, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Ouais. Genre, pour les films de boxe, c'est genre Dark Vador contre qui Contre Luke Skywalker, on va dire. Ouais, ça c'est déjà fait, ça. Non, tu fais un match-up là, tu fais un gros méchant là. Ouais, voilà, tu vois le méchant d'Harry Potter contre Dark Vador là, tu vois. Voilà. Oh putain, j'imagine trop Harry Potter se faire dézinguer la gueule par Dark Vador, tu vois, genre personne s'en remettrait, mais ce serait tellement drôle à voir. Enfin, bon. Vincent, dis-nous, ouais. Là, dans les prochaines semaines, les prochains mois, qu'est-ce que tu nous conseilles si on a une soirée cinéma à faire? Qu'est-ce que tu nous conseilles d'aller voir? Tu me prends au dépourvu, mon gars. En fait, moi j'attendais beaucoup Glace, j'ai pas encore été le voir. Ouais, moi non plus. Ça paraît, en termes de film, là pour le coup, comment dire,
scinde complètement, divise complètement les spectateurs, ça se pose là. Enfin, en même temps, le cinéma de Shyamalan n'a toujours été que ça. Tout à fait. Donc, pas mais à partir d'un moment, ouais. À un moment, ouais. C'est à partir de. J'attends pas ça, tu vois, donc j'ai pas été voir encore. Ouais, voilà, mais pas de gros films. Des recommandations particulières? Ça va être une année bizarre. Si, en postant dans le thème du film de sport, surtout les pirates, je sais que c'est à des milliards d'années-lumière de la boxe, mais matez-vous Tonya, c'est génial. Oui, Tonya, il est trop bien ce film, putain. Il est beaucoup trop bien ce film. Hi Tonya, ouais. Avec Margot Robbie, et en fait, c'est l'histoire de la patineuse artistique qui avait pété le genou à sa concurrente. Ouais. Enfin, pas. On ne saura jamais le vrai du faux, mais ce film est génial. Ce film est trop bien. Regardez ça, c'est vraiment, c'est mon dernier coup de cœur en termes de, côté film de sport. Le rythme, il est génial, c'est complètement barré et à la fois la fin te met une tarte parce que tu te dis cette nana, elle avait tout, elle avait vraiment tout pour réussir et à cause de son entourage de merde. Voilà quoi, tout le monde l'a oublié. Bah non, je te montre grâce au film, ça va, c'est bien. Non, mais t'as raison. Et tu sais quoi, on peut le rejoindre un film de boxe parce que ce film, en fait, c'est The Fighter, tu sais. Mais sauf que c'est la famille de Dingo qui gagne à la fin. Exactement, voilà. Oui, c'est bien. C'est bien, un très beau parallèle. J'avais pas fait le parallèle, effectivement. Merci. Je suis là pour vous. Après. J'avoue que cette année, quand même, au niveau cinéma, j'ai moins d'attentes par rapport à l'année dernière. Ouais. Mais tu vois, par exemple, un truc qui me hype, ça va être le prochain Tarantino cet été. Que t'aimes ou t'aimes pas, c'est quand même un événement, je trouve. Oui, c'est clair. Once Upon a Time in Hollywood, ça s'appelle en plus. Donc, franchement, ça va être mortel, je pense. Et moi, je suis tombé dans le piège comme un connard, là. Mais ils m'ont eu avec ce putain de teaser. C'est... le teaser du Roi Lion. Le Roi Lion qui sort le 2 juillet, tu vois. Et pourtant, je suis pas un fan hardcore du Roi Lion, mais la voix de James Earl Jones qui fait son speech sur la jungle et tout, sur le fond du thème principal du Roi Lion, j'étais hypé de ouf, j'étais en mode bon, ok, je vais aller le voir au cinéma, alors que je suis pas du tout pour les remakes de dessins animés en film, en fait, à la base. Voilà. Après, ce mois-ci, il y a le prochain Eastwood, il faudra voir ce que ça donne. Ouais. Moi, j'y crois plus trop à Eastwood. Enfin, j'y crois plus trop, honnêtement. Non, je pense que non. Celui-là, ce film-là, et je pense qu'il a des choses à dire encore. J'espère. On verra bien. Mais sinon, après, moi, dernièrement, ce que j'ai vu au cinéma que j'ai kiffé, il y avait Creed 2. Mais j'ai beaucoup aimé Aquaman. Voilà. J'ai adoré Aquaman, mon gars. Moi aussi, c'est top. Il est trop bien. Il faut qu'à dans le côté méta, dans le côté scénario et tout, je trouve qu'il a un truc, mais j'arrive pas à le cerner. Mais genre vraiment, pour moi, c'est un des meilleurs films qui soit sorti l'année dernière. En fait, Non, mais en fait, si tu veux, le truc en fait avec Aquaman, je vais te dire en fait, c'est parce que c'est James Van. Et James Van, en fait, c'est un bon. Il est super intéressant. Il n'est pas forcément pas que seulement bon, mais il est super intéressant à analyser parce qu'à chaque fois que tu mates ses films, à ce mec-là, en fait, il se met constamment à la place du spectateur, tout le temps. Ouais. Et ce qui fait que c'est Peter jumpscare que tu attends à chaque fois dans tous les films d'épouvante. Et lui, quand tu sais que ça va arriver, il te les met jamais là où tu les attends, donc tu te fais toujours niquer. C'est un mec qui est hyper intelligent. Donc, qu'est-ce qu'un mec comme James Van avec tout ce qu'on sait sur lui, si tu lui files un projet comme Aquaman, qu'est-ce qu'il va faire? Le mec il va d'abord se faire kiffer. Donc et il va surtout te donner ce que tu es venu chercher, mais d'une façon, ce film, il est fou en fait. Il est fou dans tout, dans ses pires moments, dans ses meilleurs moments. Moi, je l'ai vu en 4DX, c'est de la folie, quoi. Il faut que j'y aille, il faut que je le voie avant qu'il soit plus au cinéma. Ouais. Je pense qu'il sera encore oui, il cartonne bien là. Il a passé le milliard au box-office mondial. Je pense qu'il est fait pour rester un moment, je pense. Tu vois là, regarde
Les pirates, eux, sur le chat, ils attendent la mule de Clint Eastwood. Ralph 2.0, ah bah, tu vois, là, il y a la Captain et la Mini-Captain qui sont en train de le voir. Mais ça fait longtemps qu'il est sorti ici. Et Dragon 3, donc ça je suis obligé d'y aller, Dragon 3. Spider-Man 2, Far From Home. Alors moi, ça m'intéresse. Avec la claque que je me suis pris de Spider-Man, aller voir les Marvel, non. Non mais vraiment Far From Home, genre j'ai vu la bande-annonce, j'ai fait d'où l'intérêt, tu vois, en fait, moi je vais te dire le problème que j'ai avec le premier, je le fais en 2-2, je l'expédie. Le problème avec Spider-Man Homecoming, c'est le personnage déjà de base, les motivations. C'est quoi la motivation de Spider-Man dans la première trilogie? C'est un mec qui comment dire, a du mal à faire face à la vie et tout ce genre de trucs, enfin, qui essaye de s'en sortir dans la vie. Dans le 2, c'est un mec qui, enfin, dans le deuxième reboot, The Amazing, c'est un mec qui cherche un peu ses origines et tout par rapport à ses parents. Et dans la mouture de Marvel, c'est quoi? Je veux devenir un Avengers. Voilà, c'est ça sa motivation, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça ce putain de problème, quoi. Et je pense que il va en souffrir pareil dans le 2, justement, en fait. Voilà. Moi, j'y crois pas non plus. Puis avec la claque de Into the Spider-Verse, moi, ça m'intéresse même pas d'aller regarder, tu sais. Je préfère regarder... Qu'est-ce que c'était bon, ça. Je préfère regarder 100 fois, et je suis allé le voir 2 fois au cinéma. Je suis allé voir 2 fois. Ah ouais. Je suis allé le voir 2 fois, j'aurais pu y aller une 3e fois, il n'y avait aucun problème. Mais c'est pour ça que j'ai pas vu Aquaman. C'est pour ça que j'ai pas encore vu Aquaman. Mais Aquaman, voilà. Moi, il y a peut-être Shazam. Shazam, je me dis... Shazam, ça peut si je dois choisir entre Spider-Man et Shazam, je vais mettre Shazam pour dire de lui laisser une chance, on verra bien. Par contre, voilà. Tu vois, pour le mot de la fin, moi le truc qui m'a intrigué de ouf, et ça je l'avais oublié, c'est Alita Battle Angel, réalisé par Robert Rodriguez et produit par James Cameron. Ouais. Autant ça peut être une pure merde ce film, autant ça peut être du génie. Enfin, c'est qui tout double ce film en fait ça... Attention, tu parles de Robert Rodriguez, attention. Ouais, mais bon, Robert Rodriguez, c'est Robert Rodriguez, quoi. Ouais, voilà, c'est malheureusement ça le problème. Le problème, c'est que... Pour le pire, il est le meilleur. De quoi? Pour le pire, il est le meilleur. Ouais, pour le pire, il est meilleur, c'est ça le problème, quoi. Parce que si tu regardes Desperado, c'est cool, Sin City, ça déboîte, mais par contre, tu regardes Machete 2, tu fais... Ouais, le 1, j'ai bien aimé. Ouais. Le 1, j'ai bien aimé. Le 1 est cool. Le 1 est cool. Mais le 2, par contre, tu le regardes, tu fais... Là, tu l'as fait pour le pognon. Hein. C'est comme Sin City 2. Sin City 2, pire suite que j'ai vu de ma vie, je crois. Vraiment. Hein. Un truc de ouf. Hein. Ouais, c'est pas lui qui est derrière. Enfin, c'est pas lui. Il était derrière vite fait, quoi. Ouais, mais c'est un gars qui a une proportion à prendre des projets, mais à être derrière vite fait. Il est incroyable, ce mec. Robert Rodriguez, t'as l'impression qu'il est là, mais il n'est pas là. Voilà, c'est quand que tu t'engages dans un film, tu sais. C'est quand que tu vas charbonner, tu vois, c'est toujours l'impression que j'ai avec lui. Mais, mais je trouve quand même une année 2019 en termes de cinéma où je suis pas super hypé. Peut-être qu'on a une fatigue avec Disney a réussi. Enfin, si on fait un peu Ah si, il y a John Wick 2 quand même, mais si on fait un peu après un 3. Un rapide comment dire, une review de l'année 2008, c'est vraiment une bonne année en termes de cinéma. Ouais, c'était vraiment pas mal. C'était vraiment pas mal cette année. Bon, il y a eu quelques merdes par-ci par-là, mais c'était pas mal. Bon, vous savez que j'avais fait mon année 2018 ciné, vous retrouvez sur YouTube. Les amis, on a parlé énormément de cinéma, on s'est fait plaisir. L'actu box est quand même assez tranquillou en ce moment. Dans quelques mois, ça va être beaucoup plus intense, notamment à partir du mois de mars. Donc, on s'est fait plaisir. On a invité notre ami Vincent de Movies Close Up. Allez vous inscrire sur la page Movies Close Up. Voilà, une page super. Si vous êtes des fans de cinéma, vous allez avoir pour votre compte le site internet Movies Close Up aussi. Voilà, et sur la page du Facebook, j'adore. Moi, j'adore Vincent, j'adore quand vous mettez une image, une photo d'un plan de film. Il faut trouver le film, mais ça me rend fou.
Ça me rend fou, ça. Là, ça me rend fou, j'adore. Il faut rendre hommage à Fouad Boudard qui nous fait des news et qui a des idées assez sympathiques pour ça et pour en fait voilà quoi. Mais moi je suis au bureau, j'ai fait mais c'est quoi ce film? Divertissement à nos lecteurs en tout cas, et c'est vrai que il a vraiment de bonnes idées et c'est chouette. C'est vraiment grâce à lui aussi, Anthony Portier qui fait aussi un travail dedans, et au niveau des critiques il est super actif, il a fait des dossiers de dingue aussi. Mais les deux bossent comme des malades, hein. Franchement, c'est vraiment chouette. Et effectivement, voilà, pour les news, pour ce que t'aimes, pour les quiz, en tout cas, c'est Fouad. Voilà, alors merci à toi, Fouad. Voilà, en tout cas, inscrivez-vous Movies Close Up. Nous, on est de retour, bien sûr, le mois prochain pour un autre podcast 100% box. 100% box avec, je pense, un gros sujet sur Errol Spence, Mickey Garcia, qui arrivera dans la foulée. En attendant, mes pirates, allez à la salle, allez au cinéma, portez-vous bien et on se revoit bientôt. Ciao. Ciao. Merci. Ciao.